Alors, on va passer maintenant au point numéro 1 de l'ordre du jour, qui est le vote du taux agrégé des 3 taxes. Monsieur Mandassi. Merci Monsieur le maire. Bonsoir chers collègues, bonsoir mesdames et messieurs. C'est une délibération un petit peu particulière. Situons un petit peu cette délibération dans son contexte. Le 1er janvier 2016 a vu la naissance de la métropole du Grand Paris et la défunte communauté d'agglomération pour laisser la place à la création des établissements publics territoriaux, ce qu'on appelle l'EPT. La création de ces différentes instances modifie bien évidemment le mode de perception de certaines taxes. Jusque-là, la communauté d'agglomération percevait la fiscalité, à savoir pour les taxes qui nous intéressent, la taxe d'habitation et la taxe foncière non bâtie. Maintenant, ces deux taxes sont perçues par les communes, puis reversées via ce qu'on appelle le fonds de compensation des charges transférées. Je souhaite attirer votre attention que depuis notre installation en décembre 2010 et la mise en place du premier budget 2011, nous n'avons jamais augmenté les taux. En 2016, nous avons décidé de ne pas pratiquer d'augmentation de la fiscalité directe locale lors du conseil municipal du mois de décembre. Les Loiséens se verront donc appliquer pour la taxe d'habitation le taux pour la part communale de 17,73 et pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties de 26,68, taux identiques, je le rappelle, je le martèle, depuis 2011. Ce mécanisme comptable n'aura de toute façon aucune incidence pécuniaire pour le contribuable. Néanmoins, il est nécessaire de voter les taux agrégés ce soir. Alors pour la taxe d'habitation, nous aurons bien évidemment la taxe ou la part communale de 17,73 plus les 8,95 qui iront directement à l'EPT, soit vous verrez bien évidemment sur votre feuille une taxe d'habitation à 28,68 et pour la TFNB 25,01 la part communale et 2,23 la part de l'EPT, soit une somme de, un taux de 27,24. Il est tout simplement proposé au conseil municipal d'adopter les taux de fiscalité agrégés ce soir. Moi, les remarques que je voulais vous faire, c'est que, et pas seulement à vous, mais à l'ensemble du conseil, c'est que nous allons avoir une nouvelle mandature, législature de 5 ans, qui va bientôt se terminer l'année prochaine, sans qu'il y ait eu à nouveau une réforme de la fiscalité locale, promise par, je crois, à peu près tous les présidents de la Ve République, tout du moins ceux qui ont été élus après 1976, et jamais ça n'a été réalisé, jamais. Donc on a une fiscalité locale qui reste totalement injuste et qui prend, comme vous l'avez expliqué, des tours et des détours pour revenir aux contribuables locaux. Tout ceci, finalement, n'a aucun sens. Et si je peux me permettre de vous adresser la parole pour la première fois en tant que vice-président de la métropole, vous qui avez assisté au vote du budget de la nouvelle entité, c'était une séance absolument ubuesque, puisque sur les plus de 3 milliards qu'a reçu la métropole, elle a reversé la totalité ou la quasi-totalité de ces 3 milliards aux collectivités et aux établissements publics territoriaux. Et je pense que si vous n'avez pas donné le chiffre, je me permets de le donner, puisque ma vie professionnelle m'amène à croiser la vôtre à la métropole. La métropole a tout simplement 55 millions d'euros de fonctionnement pour 7 millions d'habitants, c'est-à-dire même moins qu'une... Oui, en investissement, mais je veux dire, c'est quand même minime par rapport au nombre d'habitants de cette métropole. Donc on voit bien que la création de cette métropole est à la fois ni un réel objet de coopération, ni un outil réellement efficace, et donc on peut se poser la question de sa survie à terme. Mais c'est vrai que pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, hein? Tous les nouveaux établissements de coopération intercommunaux, la métropole comprise, ont été créés à partir des impôts et taxes existants, sans en modifier ni le périmètre ni l'assiette. Et nous considérons, avec notre groupe, qu'il ne peut y avoir de réelle collectivité sans deux obligations, à la fois la compétence générale et la possibilité de lever l'impôt. On a désormais, ne serait-ce que dans la région de France, 7 étages de gestion. Certaines collectivités, comme la région, ne perçoivent plus que des dotations.
Il y a des établissements publics qui ont une fiscalité mais qui n'ont pas la compétence générale. Et enfin, donc, il y a des collectivités qui devraient garder la compétence générale du fait de la Constitution et qui n'ont pas la possibilité de lever l'impôt. Alors c'est vrai qu'après le vote de la loi NOTRe et de la loi sur les métropoles qui était censée simplifier le système, je mets au défi n'importe quel citoyen à peu près normalement constitué de comprendre la nouvelle organisation territoriale qui part de Noisy-le-Sec et qui s'arrête aux frontières de notre région. Je pense en plus que dans le même temps, la décision qui a été prise par l'État de baisser les dotations aux collectivités locales, même si Noisy a été moins impacté que d'autres communes, est un bien mauvais remède, puisqu'il contraint les collectivités soit à avoir un recours plus important à l'emprunt pour investir, soit à différer des investissements, soit à faire comme vous le faites vous-même, c'est-à-dire à augmenter la participation des Noiséens sans augmenter les impôts, ce qui est une autre manière de solliciter leur contribution, soit à couper dans les dépenses de fonctionnement, comme vous le faites ici à Noisy-le-Sec. Résultat global sur le pays, moins d'investissement public, on a reculé sur l'investissement public dans les collectivités locales. L'incitation au recours de l'emprunt, qui nous le savons, heureusement en ce moment l'emprunt est à des taux relativement faibles, mais ça ne peut peut-être pas durer. Et troisièmement, une incitation à signer des partenariats publics-privés. Voilà le bilan de ces 10 dernières années en matière de gestion des finances des collectivités locales. J'espère qu'un jour, il y aura un gouvernement qui s'attaquera réellement à une réforme de la fiscalité locale avec un certain nombre de principes qui m'apparaissent comme relativement simples. Un, le retour au fait qu'il ne peut y avoir de collectivité sans qu'il y ait une fiscalité ou au moins une part de fiscalité propre, ou alors clairement fléchée en lien avec ses compétences, qui pourrait être le cas pour les établissements publics de coopération. Deuxièmement, une refonte des bases locatives pour la taxe d'habitation, avec, ce serait souhaitable, je crois, une prise en compte des revenus. La recréation d'une fiscalité des entreprises en lien avec les territoires, parce que je pense qu'il est normal que là où elles prospèrent, eh bien, les territoires bénéficient de cette prospérité en direct et que nous ne soient pas obligés de repasser par la fiscalité nationale, dont on sait qu'elle ne nous revient jamais en totalité. Et enfin, que les dotations doivent rééquilibrer les budgets communaux là où c'est nécessaire et que l'on rapproche les moyens des communes en s'appuyant principalement sur, évidemment, le nombre d'habitants, mais aussi le revenu médian, qui est une bonne mesure, puisque nous avons des villes parfois de même importance qui n'ont pas du tout la même richesse dans une même région que la nôtre. Enfin, une simplification des fonds de compensation nationaux et régionaux, parce que là on en arrive à un point où je pense que plus personne n'y comprend rien, si ce n'est ceux qui payent. Et il faudrait donc que ces collectivités retrouvent cette autonomie. Sinon, ce à quoi on assiste après pourtant 20 ans de décentralisation plutôt réussie, eh bien c'est à une recentralisation et une fin de la décentralisation qui était basée sur la confiance entre l'État et les collectivités locales. D'ailleurs, j'aimerais bien un jour, pas forcément aujourd'hui, monsieur le maire, que vous nous disiez, vous, ce que vous aimeriez voir comme fiscalité locale pour notre commune, mais aussi plus largement, puisque vous avez maintenant un poste important à la métropole du Grand Paris.